Je le disais déjà à l'occasion de ma vidéo sur The First Omen sortie il y a 2 semaines, mais en ce moment, les sorties horrifiques se bousculent un petit peu partout dans le monde, et forcément, dans le tas, il y a aussi bien des trucs infâmes et vraiment nuls, comme ce Hanky Panky des abysses et sa serviette vivante, We are in real danger here, Sam. que des films qui valent beaucoup plus la peine, et qui commencent à faire office de solides prétendants pour mon top à la fin de l'année. Est-ce le cas de notre film du jour ? Eh bien, si on en croit ces critiques un peu partout sur le net et dans les médias spécialisés, c'est tout à fait possible. Car oui, Late Night of the Devil impressionne les spectateurs aux 4 coins du monde, fracasse tout sur son passage dans les festivals qui le projettent et semble être une jolie prouesse en termes d'atmosphère, de concept et d'efficacité. Mais je vous propose qu'on se penche là-dessus tous ensemble. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Donc, Late Night of the Devil est un film d'horreur écrit et réalisé par les frères Cairns, Cameron et Colin. Et ces noms parleront peut-être aux plus connaisseurs d'entre vous, puisqu'ils étaient déjà à l'origine de Scare Campaign en 2016, un found footage efficace qui voyait une équipe télé d'une émission en perte de vitesse tenter de pranker un gars étrange dans un asile abandonné. Bref, le genre d'intrigue dont nous avons pris l'habitude ces dernières années, surtout avec les found footage qui continuent de pulluler, mais Scare Campaign fait tout de même partie des meilleurs, surtout en termes d'impact et d'efficacité. Et vous allez voir qu'on peut déjà reconnaître quelques points communs entre ce film et celui qui nous intéresse aujourd'hui. Mais avant de nous pencher plus en détail sur l'intrigue de Late Night of the Devil, je vous rappelle que j'organise la 2e édition de mon festival Cinéma Interdit à Paris, au Club de l'Étoile, du 31 mai au 2 juin. J'ai sorti une vidéo qui revient sur la programmation en détail, donc n'hésitez pas à aller la regarder, et vous trouverez en description le lien pour la billetterie. L'idée, c'est que vous pourrez découvrir durant le festival des films que vous ne pourrez voir nulle part ailleurs, que vous pourrez rencontrer le réalisateur japonais Yoshihiro Nishimura, que vous connaissez peut-être pour ses films Tokyo Gore Police ou encore Hell Driver, et surtout passer un moment convivial avec tout un tas d'autres fans de cinéma d'horreur. C'est sans doute ça le plus important. Lien pour la billetterie en description, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Nous revenons à Late Night of the Devil. L'intrigue se tient en 1977, lors de la nuit de Halloween. Alors que le talk show The Night Owls, ou Oiseaux de nuit en français, est en perte de vitesse, son présentateur vedette Jack Delroy et son producteur peu scrupuleux décident de tenter le tout pour le tout en proposant une véritable nuit de l'horreur, grâce à des invités très particuliers. D'abord, Christos, un genre de médium alors en tournée aux États-Unis qui pratique la séance en public en parlant soi-disant avec des morts liés aux gens présents dans la salle. Et aux méthodes un petit peu similaires à celles de la chaîne YouTube Bruno a un nouveau message, pour ceux qui la connaissent ou qui se souviendraient des vidéos de Maxella et de Clément Fraise. Bref, lors de mon premier visionnage, ça m'avait fait un peu marrer. Nous avons aussi l'ex-magicien Carmichael Haig, devenu depuis une sorte de zététicien qui débunk toutes les performances liées à l'occulte et au surnaturel et démasque les escrocs de ce secteur. Puis, le clou du spectacle, la parapsychologue June Ross Mitchell et sa jeune patiente Lily, présumément possédée par le démon Abraxas, qui va, pour la première fois dans l'histoire de la télévision, tenter de parler en direct avec une entité démoniaque, celle enfermée dans le corps de la jeune fille. Les différents invités vont se succéder au micro de Delroy et de son sidekick rigolo Gus, et la nuit promet d'être longue. Et surtout, vous vous en doutez, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Alors, je ne rentrerai pas trop dans les détails de l'intrigue, mais la grande force de Late Night of the Devil, c'est son réalisme à toute épreuve. Nous sommes vraiment plongés dans les States des années 70, leur atmosphère si spéciale, les préoccupations de l'époque à travers la télévision d'alors. La reproduction stylistique du talk show en lui-même, notamment, est assez parfaite. Le présentateur, le public, le style d'invité, les transitions musicales ou rigolotes, les coupures pubs, les mini-reportages comme celui sur la secte occulte, tout est bien réalisé et l'illusion d'une véritable émission est quasiment parfaite. En gros, on s'y croirait. Et cette sensation de réalisme, ainsi que l'immersion qui en découle, sont très importantes pour le film et pour la tension qu'il délivre. Car dès le départ, vu que nous savons que nous sommes en face d'un film d'horreur, le spectateur se doute bien que ça va finir par partir en sucette, que tous les ingrédients sont présents pour une tambouille terrifiante. Et ça ne manque pas, car très vite, les éléments étranges pointent le bout de leur nez. Christos, par exemple, un escroc manifeste sans aucun don particulier, qui commence par se faire humilier en loupant totalement sa prestation, finit par avoir un comportement des plus étranges avec un contact d'outre-tombe qui semble être bien plus réaliste que les précédents, et qui va même jusqu'à troubler notre présentateur. On ne sait pas encore trop pourquoi, mais il n'en faut pas plus pour que le trouble touche également le spectateur.
Puis, on sent une sorte de pression qui monte au fur et à mesure du film, et ce bien que celui-ci ne propose aucune image forte, effrayante, ou à tendance surnaturelle pendant très longtemps. Pourtant, il y arrive grâce à plein d'éléments en apparence anodins mais clés dans la mise en place de l'angoisse. Déjà, nous avons les multiples coupures pub qui viennent mettre un terme à l'action en cours à des moments toujours extrêmement bien choisis, de doute, de perplexité ou juste après que quelque chose de très bizarre se soit déroulé, afin de prolonger le sentiment de malaise du spectateur. Mais également de se rendre compte du niveau de malaise des personnages eux-mêmes, qui vont alors en parler entre eux en coulisses avant de reprendre leur sourire de façade chaque fois que l'émission reprend. Le personnage de Gus, par exemple, est extrêmement bien géré à ce sujet. Sidekick rigolo et sympathique durant le show, qui participe à rendre plus légers les sujets pourtant lourds qui sont abordés grâce à ses blagues et ses réactions bon enfant, qui devient nerveux durant les coupures et tente de convaincre son ami présentateur et le producteur de ne pas aller trop loin. Il se fait le relais du reste de l'équipe, que nous ne voyons pas, et nous apprend donc que tout le monde est stressé, puis effrayé, plus loin dans le film. Même si nous ne savons pas encore ce que nous réserve le reste de l'émission, grâce à Gus et à d'autres éléments qui se déroulent en coulisses, et notamment de simples informations comme l'état progressif de Christos, mais je n'en dis pas plus, nous savons que le plus fort reste à venir et qu'il se passe définitivement quelque chose d'étrange sur le plateau de l'émission. Au niveau de la gestion millimétrée du crescendo de la tension, le personnage de Carmichael est primordial également. Son scepticisme à toute épreuve, parfois même forcé, permet de contrebalancer les dingueries balancées par les invités et auxquelles les spectateurs et même le présentateur font mine de croire, à tort ou à raison. Pour garder le sentiment d'incertitude de l'audience, le zététicien est donc très important, puisque lui va à chaque fois faire redescendre la tension en prouvant, selon lui, les trucages derrière chaque performance. Seulement voilà, ces preuves vont se révéler de moins en moins convaincantes au fur et à mesure de l'émission, et ça, pour le film, c'est très fort. En étant de moins en moins capable de convaincre les spectateurs du talk show dans le film, c'est le vrai spectateur du film qui sera de plus en plus convaincu de la nature réelle des événements qui se déroulent sous ses yeux. Et ça, ce sont seulement quelques-uns des éléments qui permettent à cette ambiance de prendre, de devenir même parfois étouffante et de prendre le spectateur à la gorge. Honnêtement, c'est fait de façon ingénieuse et même assez subtile. Puis, le fait que ça se déroule en 1977 n'est évidemment pas anodin et a bien sûr un fort impact sur cette atmosphère. Déjà, visuellement. En tant qu'épisode d'une émission se déroulant à la fin des années 70, l'image est d'une qualité relative, particulière, qui va à la fois relever son côté réaliste, ce qui a toujours été la force des found footage, mais également renforcer certaines images effrayantes. Bah oui, contrairement à une image lisse et très claire, ici, pas besoin de relever tous les détails d'une créature fantastique par exemple. Des éléments visuels qui ne fonctionneraient pas du tout sur une image haute définition, puisque celle-ci en révélerait tous les défauts, marchent du tonnerre avec une qualité d'image faussement altérée. De plus, certaines problématiques ou obsessions de l'époque sont utilisées ici pour provoquer la peur, comme la chasse aux sataniques et aux sectes occultes. En termes de contexte, nous sommes quelques années après plusieurs affaires du genre Charles Manson ou Jim Jones, des affaires qui continuent d'inspirer des histoires horrifiques, même de nos jours. Les rivalités entre personnalités de l'époque, également, étaient différentes de celles de nos jours. Puis, nous avons la naissance de cette légende que certains alimentent toujours aujourd'hui, selon laquelle l'élite de l'époque, membres du gouvernement, de la bourgeoisie, citoyens haut placés, célébrités, etc., seraient membres d'un genre de société secrète qui se réunirait tous les X temps pour pratiquer des rituels occultes et même vénérer des divinités païennes ou des démons. Ne riez pas, certains y croyaient pour de vrai. D'ailleurs, encore aujourd'hui, certains y croient encore. Et oui, le Bohemian Club déchaînait déjà les passions et alimentait les rumeurs les plus folles dans les années 70, et c'est une super idée de l'avoir utilisé pour rendre le contexte du film encore plus réaliste. Donc, récapitulons. Le film parle directement ou indirectement du Bohemian Club, de médium, de possession démoniaque, de parapsychologie, de sectes occultes qui pratiquent le sacrifice humain, d'hypnose et même de magie. C'est juste hyper riche. Loin de provoquer l'indigestion, tous ces ingrédients participent au contraire, chacun à leur tour, à l'assombrissement de l'atmosphère festive qui nous est proposée en début de film. Bah oui, à la base, le talk show profite de Halloween pour diffuser un épisode spécial. C'est la fin de l'année, une nuit particulière pour les spectateurs devant leur poste, il y a des gens déguisés dans le public, tout le monde est content, et tout commence de façon rigolote. Et cela contraste fortement avec la fin apocalyptique et terrifiante du film, que je ne raconterai pas en détail ici, rassurez-vous, mais vous pouvez me croire. À la fin, il y a de fortes chances que vous soyez estomaqué, que vous ayez le souffle coupé, tant le crescendo ultra maîtrisé de tout le film se termine par une explosion, littéralement. Puis, n'ayez crainte, en termes d'image forte, vous en aurez pour votre argent également. Tout ne passe pas juste par l'ambiance, et l'émission prend à certains moments une allure cauchemardesque assez dingue.
Vous aurez donc droit à une sorte d'exorcisme pas piqué des hannetons, des vomissements noirs bien répugnants, un reportage terrifiant sur un gourou de secte meurtrier, un déchaînement de puissance démoniaque, un voyage dans le subconscient assez inattendu, et surtout, mon petit préféré, une scène de body horror à base de verre immonde qui m'a énormément plu. Bref, The Late Night of the Devil a vraiment tout pour plaire aux fans de cinéma d'horreur. Surtout que tout ne sort pas de nulle part. Il a beau faire preuve d'une maîtrise impressionnante, il ne réinvente pas la roue. Et il récupère pas mal d'ingrédients qui appartiennent à d'autres œuvres. Enfin, surtout une. Avez-vous déjà entendu parler de Ghostwatch? Il s'agit d'une sorte de faux documentaire anglais réalisé par Leslie Manning et écrit par Stephen Volk, originellement diffusé par la BBC en 1992 pour la nuit de Halloween. Ce qui est déjà un premier point commun avec notre film du jour. Le film fut présenté comme une véritable émission diffusée en direct et a provoqué des milliers de réactions chez les spectateurs qui ont assisté et qui ont assailli la chaîne de coups de téléphone terrifiés, voulant comprendre ce qui venait de se passer sur leurs yeux. Et pour cause. Le présentateur, Michael Parkinson, s'intéressait à une famille tourmentée par Mr. Pipus, un poltergeist facétieux mais de plus en plus dangereux au fur et à mesure de l'émission. Ainsi, nous aurons droit à des événements franchement dérangeants, surtout dans l'optique où le film était présenté comme vrai et que plein de gens y ont vraiment cru. Ghostwatch est un précurseur. La plupart, voire la totalité des found footage qui mettent en scène des équipes de télévision ou de youtubeurs qui s'intéressent à des enquêtes paranormales, s'en inspirent directement ou indirectement. Et rares sont ceux qui arrivent à faire mieux que Ghostwatch, ou tout simplement à réinventer la formule. C'était d'ailleurs déjà un peu le cas de Scare Campaign, le film précédent des réalisateurs de Late Night of the Devil. L'émission au cœur de l'intrigue se déroule de nos jours, certes, mais utilise le même ressort principal pour provoquer la peur, à savoir le réalisme, le flou volontaire entre la fiction filmique et le documentaire. Mais évidemment, Late Night of the Devil va plus loin en termes de ressemblance puisqu'il prend entièrement la forme d'une fausse émission de télé. La seule différence, c'est que forcément, on ne peut pas nous faire croire qu'il est diffusé en direct, époque oblige, mais il utilise une autre ficelle qui remplace un petit peu cet artifice. On nous présente cette émission comme ayant été diffusée en direct à l'époque, puis plus jamais rediffusée jusqu'à aujourd'hui, à cause de son caractère dérangeant. Ce contexte vient remplacer celui du direct de Ghostwatch, mais remplit tout à fait la même fonction, avec un tout petit peu moins d'efficacité tout de même, puisque ça n'est pas confirmé par une chaîne de télé nationale qui ferait office de complice, mais soit. Bon, Ghostwatch est tout de même sorti il y a plus de 30 ans, et forcément, depuis, le cinéma a évolué. Et le courant des found footage s'est développé entre-temps. Il a amené de nouvelles idées et de nouvelles façons de provoquer l'horreur par le réalisme, ou même de manipuler l'image pour la rendre plus réelle. Late Night of the Devil profite bien sûr de ces évolutions. Au-delà de Ghostwatch, le film fait beaucoup penser aux épisodes de la saga VHS, dont il aurait pu faire partie s'il avait été plus court, ça n'aurait choqué personne. Sa façon d'utiliser une forme télévisuelle connue pour proposer de l'horreur est l'un des ressorts les plus utilisés par la franchise, qui en a fait sa force principale. Mais surtout, la ressemblance est avant tout esthétique. Quand le démon déchaîne sa puissance, les effets utilisés font vraiment penser à plusieurs segments de VHS. Ça m'a véritablement frappé quand je l'ai vu pour la première fois. La franchise a utilisé ce genre d'effet, impossible avec une image en haute définition, encore une fois, à plusieurs reprises. Et ce, parfois dans de fausses émissions de télévision également. Je parle entre autres de Ozzy's Dungeon, le segment de VHS 99 réalisé par Flying Lotus, avec lequel la ressemblance est juste frappante. Les deux œuvres partagent énormément de points communs. Ce n'est pas très grave et c'est même assez compréhensible en soi, vu l'importance qu'a prise la saga VHS dans l'univers des found footage et plus globalement dans le cinéma d'horreur. Mais ce qui me dérange un petit peu plus, c'est la surutilisation d'images générées par intelligence artificielle dans Late Night of the Devil. Bon, est-ce que c'est un défaut cinématographique ? Pas vraiment, et c'est même difficile de citer cet élément comme un véritable défaut en tant que tel. Mais ça me met un petit peu mal à l'aise. Les images dessinées utilisées dans les transitions ou le logo de l'émission sont en effet générées par IA. Et alors que le débat sur le respect des artistes fait rage en ce moment, que certains sont pro-IA à fond et d'autres complètement contre, c'est un parti pris assez osé, mais que je ne suis pas certain de soutenir. C'est plus une question d'ordre moral, donc je laisserai chacun se faire son propre avis là-dessus. Et n'hésitez d'ailleurs pas à partager le vôtre en commentaire. Toujours est-il que je n'ai vu presque personne mentionner cet aspect-là du film. Il est pourtant bien présent, et personnellement, j'aurais préféré qu'on fasse appel à de véritables artistes. Ça n'engage que moi. Late Night of the Devil n'en reste pas moins un petit tour de force, autrement plus habile que la plupart des films VHS, notamment pour sa maîtrise totale de sa forme et de son concept sur 1h30. Plus facile de tirer parti des points forts de cette forme particulière et d'esquiver un petit peu ses défauts sur 20 minutes max, à chaque fois avec un enchaînement de segments courts.
Ici, le réalisme est total, mais ça n'empêche pas le film de plonger véritablement dans l'horreur. Il fourmille d'excellentes idées d'écriture, de mise en scène, ou tout simplement visuelle, et gère son ambiance et la tension qu'il délivre d'une main de maître. C'est à coup sûr l'un des petits chocs de l'année, et l'apogée des found footage dans la lignée de Ghostwatch, un courant qui compte pourtant quelques films de qualité remarquables. C'est un film captivant, riche, et qui terrifiera plus d'un spectateur, c'est une certitude. Donc, si vous ne l'avez pas encore découvert, foncez si vous en avez l'occasion. On se retrouve fin de l'année pour voir s'il fera partie de mon top. Et voilà qui conclut cette petite critique glauque. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.